Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt bonsoir, puisque nous sommes le soir tard même. J'avais juré de ne plus faire de vidéos à la lumière artificielle, puisque j'ai l'impression d'avoir de tout petits yeux dans ces cas-là, et on ne voit pas du tout mon expression de visage, paraît-il. Enfin bon, je vais quand même la faire maintenant, cette vidéo, pour vous parler non pas des pervers narcissiques, non pas de Martine Carole, mais de Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc et de Georges Bernanos. L'opéra, bien sûr. Donc, je suis, comme vous le savez peut-être, ou comme peut-être vous ne le savez pas, entré dans une nouvelle phase de ma vie depuis le 2 avril. Je sais que les choses ne vont pas s'améliorer maintenant, je vais vieillir de façon inéluctable, j'avais déjà bien entamé mon vieillissement, mais je me sentais encore jeune, ce qui n'est plus le cas maintenant. Voilà, donc c'est terminé, et je continuerai à me dégrader, et il faut donc que je réfléchisse à l'au-delà. J'y ai déjà largement pensé, depuis toujours, c'est pourquoi je vais aborder cet opéra, Dialogue des Carmélites, qui n'est pas un opéra aussi religieux qu'on voudrait nous le faire croire. Enfin, il est religieux, le thème est religieux, mais c'est surtout une réflexion sur l'après-vie, sur la vie, sur la mort, beaucoup plus qu'un opéra strictement religieux. On peut l'apprécier, l'écouter avec intérêt, sans pour autant être croyant. Voilà ce que je voudrais vous dire, et je trouve dommage que beaucoup hésitent à l'écouter et à s'y intéresser parce qu'ils considèrent que ce sont des balivernes religieuses. Ils ont peut-être raison de considérer que ce sont des balivernes, mais en tout cas, le thème abordé concerne l'intégralité de la population mondiale, sans exception. Donc il ne faut pas voir les choses de manière trop étriquée. Il faut savoir aussi, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qui parlait de mes livres d'ailleurs, qu'il y a ce que l'auteur croit dire, ce qu'il veut dire du moins, ce qu'il croit dire, oui c'est ça, ce qu'il met entre les lignes, qu'il cache, dont il est conscient, et également ce qu'il exprime à son insu, sans en avoir conscience. Et je pense que Georges Bernanos et Francis Poulenc ont peut-être exprimé des choses dont ils n'avaient pas forcément conscience. Voilà. Et cet opéra vient bien au-delà d'une vision étriquée de la religion. Voilà. Je me racle la gorge, je crois que j'ai des remontées acides, c'est le vieillissement qui s'accentue, qui s'accélère. Bientôt j'aurai une canne, vous me verrez me diriger vers la caméra avec une petite canne ou un déambulateur. Mais j'arrête, trêve de plaisanterie. Donc pourquoi j'aime cet opéra? Parce que déjà il est extrêmement mélodieux et que la mélodie s'adapte bien au texte. J'en apprécie aussi le texte, qui est très intéressant, qui est très riche, qui renvoie à des problématiques qui sont les miennes, qui sont celles de la terre entière, comme je le dis. Et je me sens proche d'un personnage, celui de Blanche de la Force. J'aime aussi Sœur Constance, j'aime beaucoup la deuxième prieure aussi, plus que la première. Et Sœur Constance, vous savez, j'avais vu Martine Carole dans ce rôle. Malheureusement, elle ne l'a pas tenu et c'est bien dommage parce que peut-être dans ce rôle aurait-elle éclipsé tous ses autres rôles et toutes les actrices de l'époque. Je l'aurais bien vu dirigé par Robert Bresson, une direction d'acteur qui l'aurait un peu brimé et qui aurait exploité des aspects de sa personnalité et de son talent d'actrice qu'elle n'a pas forcément toujours exploité, même si elle a fait des films absolument remarquables et des interprétations éblouissantes. Voilà. Mais j'en reviens à Blanche de la Force. Donc Blanche de la Force, elle me ressemble, elle est à la fois froussarde et courageuse, comme moi. Elle affronte les choses, même si elle a peur, elle préfère savoir. Elle fait un va-et-vient entre la peur, l'audace, l'ironie, un petit peu même. C'est un personnage très intéressant, très fort. Et donc je vais vous parler de cet opéra, non pas seulement dans cette vidéo, puisqu'il en faudra au moins une centaine peut-être pour en arriver à bout. Je vais le réétudier en long, en large, et à chaque fois j'en parlerai, que j'ai des auditeurs ou pas, ça m'est d'ailleurs égal. Tant mieux si des gens sont réceptifs à mes propos.
Je ne suis pas musicologue, mais j'essaierai quand même de vous faire part de ce que d'autres ont exprimé sur cette musique et choses auxquelles j'adhère ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, donc c'est une première vidéo un petit peu à bâton rompu sur cet opéra de Francis Poulenc. Dans le premier tableau, on aperçoit donc le chevalier, le frère de Blanche de la Force, qui entre en jaillissant littéralement chez son père, pardon, le marquis de la Force, qui est à demi assoupi, le réveille, et il lui reproche de rentrer comme un Turc. Voilà, l'expression est amusante. Alors le marquis de la Force, moi je trouve que c'est un personnage faussement calme. Il paraît calme, il se persuade que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème dans la vie, qu'il n'y a rien, mais en réalité on apprend très vite, très très vite, qu'il a subi quelque chose d'effroyable au moment du mariage de Marie-Antoinette avec le futur Louis XVI. Et il y a eu un feu d'artifice, vous le savez sans doute, qui a provoqué la mort de nombreuses personnes, et le marquis de la Force se trouvait dans un carrosse avec son épouse, et l'épouse attendait sa fille, la future Blanche de la Force. Elle était dans le ventre de sa mère. Et donc, une vitre du carrosse a volé en éclats, le carrosse a été pris dans la foule, avec les regards effrayés de la population, c'était terrible pour le marquis, mais ils s'en sont sortis, mais la mère de Blanche est morte peu de temps après, le soir même ou le lendemain, en donnant naissance à Blanche, qui naît déjà sous le signe de la peur de la mort. Voilà, dès le départ, elle est confrontée à cette mort, et voilà. Donc là, ils attendent Blanche, et le frère est inquiet puisque Monsieur de Damas l'a aperçu, Blanche, son carrosse en difficulté au carrefour Bussy. Et d'après d'ailleurs le chevalier, Blanche faisait très bonne contenance. Mais j'avais autre chose à vous dire que j'ai oublié. Le marquis de la Force, le père de Blanche et le père du chevalier, se persuadent que Blanche va se marier et qu'elle aura des enfants et qu'elle deviendra une épouse accomplie et que toutes ses craintes disparaîtront. Et en fait, le chevalier va lui répondre « Croyez-moi, ce qui met la santé de Blanche en péril, ou peut-être sa vie, ne saurait être seulement la crainte, c'est le gel au cœur de l'arbre. » Voilà. Le chevalier a mieux compris, mieux compris. Le marquis fait semblant de ne pas comprendre. Il comprend très bien le problème, puisque lui est un grand anxieux qui cache son anxiété. Il est un peu comme les pervers narcissiques qui cachent leur souffrance, qui ne veulent pas la voir. Et lui, c'est pareil, hein. Et donc Blanche finalement arrive, et donc elle parle de ce qui s'est passé. Une simple glace entre cette foule et ma craintive personne m'a paru un moment, je vous assure, une protection bien dérisoire. Je devais avoir l'air très ridicule. Donc il y a eu un mouvement de foule pré-révolutionnaire, hein, puisqu'on est proche de la Révolution, et Blanche a eu peur dans son carrosse, mais en même temps, on va voir ce qui s'est passé. Monsieur de Damas, qui vous a vu au carrefour Bussy, répond le chevalier, vient de me dire qu'à travers vos glaces, vous faisiez très bonne contenance. Voilà. Et donc, elle avait peur, mais cette peur, elle la maîtrise, puisque elle fait très bonne contenance. Elle se maintient bien, elle est très digne. Et alors, il y a une phrase absolument, mais admirable, je ne sais pas comment la qualifier, tant sur le plan du texte, de la musique, c'est un grand chef-d'œuvre lui-même, cette phrase. « Oh, monsieur de Damas a sans doute vu ce qu'il voulait voir, mais c'est après que ça devient intéressant. Réellement, je faisais bonne contenance. Mon Dieu, il en est peut-être du péril comme de l'eau froide, qui d'abord vous coupe le souffle, et où l'on se trouve à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. » Donc il y a une grande envolée au départ de cette phrase « Mon Dieu, nanana, comme de l'eau froide », qui d'abord vous coupe le souffle, et on se sent à l'aise, et on se trouve à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Voilà, c'est très mal chanté, très faux, mais ce que je veux dire, c'est que cette phrase est composée de voire trois parties. La première partie, cette grande envolée lyrique, enthousiasmante et mélodieuse qui nous transporte pendant l'espace de quelques fractions de seconde. Ensuite,
il y a une deuxième partie qui d'abord vous coupe le souffle. Donc là, on se repose un peu. C'est un constat qui est encore très mélodieux, un peu serein. Elle examine, c'est comme si elle s'examinait elle-même en train d'avoir le souffle coupé, elle prend du recul, et où on se sent à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Paf. Et là, elle devient un peu presque forte, ironique par rapport à cette peur. C'est très intéressant cette phrase, hein, elle est vraiment... Et d'ailleurs, on la retrouvera sous une forme différente au cours de l'opéra. Hein. Cette musique, c'est pas un leitmotiv, mais c'est repris. Et donc, elle est partie blanche chez les dames de la Visitation, assister à une prise de voile. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, comment dire, ensuite, juste après avoir prononcé cette phrase jusqu'au cou, où elle paraît quand même sûre d'elle, elle est prête à défaillir. Vous voyez, une alternance de force, de crainte, de faiblesse qui est fascinante chez ce personnage. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre donc, il va faire nuit. La nuit a toujours effrayé Blanche. Et il y a un très très beau passage, là encore, d'une grande poésie, mais c'est incroyable, hein, même. Puisque vous vous retirez dans vos appartements, demandez tout de suite des flambeaux, et n'y restez pas sans compagnie. Je sais que le crépuscule vous rend toujours mélancolique. Vous me disiez quand vous étiez petite, je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. Donc, la phrase paraît banale prononcée ainsi, mais avec la musique de Francis Poulenc, c'est une envolée extraordinaire en quelques secondes, d'une beauté incroyable. Et ce genre de phrase vous soutient moralement pendant toute une vie. C'est comme la phrase précédente, mon Dieu, il est peut-être du péril comme de l'eau froide, qui d'abord vous coupe le souffle, et où l'on se trouve à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Ce sont des phrases banales, mais qui nous donnent une certitude. On se dit, mais voilà, il y a une force dans cette phrase, une certitude qui nous soutient moralement. Et une seule phrase comme ça peut nous soutenir durant toute une vie. Pour moi, c'est essentiel. Ce sont des choses plus importantes que tout, que toutes les formes de réconfort qu'on pourra me proposer. Et je sais que le crépuscule vous rend toujours mélancolique. Vous me disiez quand vous étiez petite, je meurs chaque nuit pour ressusciter chaque matin. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout. C'est toute la vie qui transparaît dans cette phrase, dans cette phrase. Imaginez-la avec la musique aussi. Hein. Alors Blanche répond, c'est qu'il n'y a jamais eu qu'un seul matin, monsieur le chevalier, celui de Pâques. Mais chaque nuit où l'on entre est celle de la très sainte agonie. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur cet opéra ce soir. C'est du bâton rompu et ceux qui ne connaissent pas l'opéra ont pu être un peu interloqués, mais je ne réagis bien que quand je suis spontanée. Bon, je ferai des vidéos très précises sur la thématique de Dialogue des Carmélites. Peut-être dans 5 ans, si je suis toujours de ce monde, vous entendrez encore parler. Je serai peut-être toujours en train d'en parler. Ou d'autres opéras qui m'ont fasciné. Hein. Il n'y a pas que celui-là. Il y a eu également un Bal masqué de Verdi, Les Huguenots de Meyerbeer, du Salieri, du Mozart, etc. etc. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur de nombreux sujets. Hein. Voilà. Merci. Au revoir.